Alors, dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble l'équation du travail moteur et plus particulièrement l'équation du travail moteur appliquée à un système ouvert. Alors, on va faire une approche qui est un peu différente de ce qu'on peut retrouver dans la littérature de la thermodynamique sur l'équation du travail moteur parce que ici, on ne va pas partir de certaines équations de base, on va plutôt essayer d'avoir une approche simplifiée et qui va se baser sur un peu notre intuition et les choses qu'on peut essayer de percevoir. Alors, pour cette approche simplifiée, on va représenter un système ouvert. Alors, un système ouvert, ça pourrait être ce que vous voyez ici en bas du slide, c'est-à-dire une turbine à gaz. Mais ça, c'est quelque chose qui est un système ouvert parce qu'il y a de l'air qui rentre à l'intérieur de la turbine à gaz, et il y a des gaz qui ressortent à l'échappement de cette turbine à gaz. Eh bien, on va simplifier grandement ce système ouvert pour essayer d'avoir quelque chose de beaucoup plus simple à étudier. Alors, on va représenter notre système ouvert par une boîte, ici, qu'on voit en noir, en trait continu. Et cette boîte, elle a une entrée et une sortie. Donc une entrée en 1 et une sortie en 2. Et donc elle est traversée constamment par un débit de masse qui est permanent et constant. En fait, notre système, on va pouvoir avoir des apports ou des pertes de chaleur à travers les parois. Et on aura aussi la possibilité d'apporter ou de produire un travail grâce à une hélice qu'on va mettre à l'intérieur de notre boîte. Donc le fluide va soit faire passer et faire tourner l'hélice, ou à l'inverse, c'est l'hélice qui va faire tourner, donc qui va tourner et faire accélérer ou décélérer le fluide en fonction de si on apporte ou si on reprend du travail. Ok, donc ça c'est pour poser un petit peu les bases du système qu'on va étudier. Alors, ce système qu'on va étudier, eh bien, on va tout d'abord faire, avant de passer vraiment à la découverte de l'équation du travail moteur, on va appliquer sur ce système un premier test qui est la conservation de la masse pour voir un petit peu comment ça va se passer. Alors, la conservation de la masse, c'est très simple. Qu'est-ce qu'elle nous dit? En fait, elle nous dit que la variation de masse à l'intérieur du système, qui est le débit en 1 moins le débit en 2, eh bien, ceci, en fait, pour que la masse soit conservée et qu'on soit en régime permanent, eh bien, ceci doit être égal à 0. Ok, alors, qu'est-ce que c'est le débit en 1 et le débit de masse en 2? Le débit en 1, c'est ce qu'on a déjà vu lors d'une séance d'exercice. A1 fois C1, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est la section de passage fois la vitesse. Et la section de passage fois la vitesse, ça va nous donner le débit volumique. Donc, imaginez si vous avez par exemple en face de vous une rivière. Comment connaître le débit d'eau à travers de cette rivière? Vous allez regarder la section de la rivière, donc vous allez mesurer la largeur et la profondeur moyenne de la rivière, et vous allez regarder quelle est la vitesse de l'eau à travers cette rivière. Comment est-ce qu'on pourrait faire? Vous prenez un bouchon en liège par exemple, c'est quelque chose qui flotte, vous mesurez une distance de 10 mètres, vous regardez en combien de temps le bouchon parcourt cette distance de 10 mètres, vous avez donc la vitesse, et avec cette vitesse fois la section que vous avez mesurée, vous savez plus ou moins dire combien il y a un débit d'eau dans la rivière. C'est exactement la même chose à l'intérieur d'un autre système, et donc ici on va avoir la surface en mètres carrés, si on regarde les unités, fois la section fois la vitesse qui elle est en mètres par seconde, et on aura donc un débit en fait qui lui est bien un débit volumique qu'on peut appeler grand V point, et qui est lui en unité des mètres cubes par seconde. Alors, ce débit en mètres cubes par seconde, si on le multiplie par ρ, qui est la densité, qui sont des kilogrammes par mètre cube, on va avoir des kilogrammes par mètre cube fois des mètres cubes par seconde, et ça va bien nous donner le débit de masse, qui sont donc des kilogrammes par seconde. Et donc on a ici, si on réécrit cette équation, donc la variation de masse à l'intérieur du système, elle est nulle, et donc m.1 moins m.2 est égal à 0, et donc en fait m.1 est égal à m.2. Ce qui donne donc, avec la formule qu'on vient de développer, ρ1 A1 C1 est égal à ρ2 A2 C2. Voilà, ça c'est l'équation de conservation de la masse exprimée pour notre système ouvert. Alors après, si on a un ρ constant, ce qui est le cas si on travaille avec un fluide incompressible comme de l'eau, alors là on va avoir un rapport qui est A1C1 est égal à A2 fois C2, parce que les ρ vont se simplifier, etc. Et donc en fonction de ce que vous allez conserver,
Vous pourrez voir aussi que si la section d'entrée et la section de sortie sont les mêmes pour un fluide incompressible, eh bien la vitesse d'entrée sera toujours égale à la vitesse de sortie. Alors ça, c'est par exemple si vous prenez une pompe. Dans une pompe, si vous avez la même section d'entrée et la même section d'entrée et de sortie, eh bien vous allez avoir une vitesse qui est conservée à l'entrée et à la sortie, ce qui est un peu logique parce que si vous travaillez par exemple avec un circuit fermé, eh bien la vitesse sera tout le temps constante à l'intérieur du circuit, parce que à chaque fois que vous allez avoir de la matière qui sort de la pompe, il y a de la matière qui rentre, la même quantité, etc. Et donc si vous avez la même section, vous allez avoir un débit permanent et constant tout le long de la section. On y reviendra plus tard lorsqu'on parlera notamment des pertes par frottement, etc. Parce qu'on a tendance à croire qu'en fait, dans un circuit d'eau fermé, l'eau va ralentir parce que elle est en train de frotter contre les parois, etc. Et en fait, elle ne va pas ralentir, on le verra plus tard, c'est sur la pression que ça va jouer, mais donc le débit sera conservé et la vitesse sera également conservée. Alors, après cette conservation de la masse, si vous avez donc bien compris comment se passait toute cette conservation de la masse, eh bien, on va donc repasser maintenant à l'analyse de ce qui va nous intéresser pour notre équation du travail moteur, est la conservation de l'énergie mécanique. Donc la question qu'on va se poser ici, eh bien, c'est de dire, tiens, j'ai un fluide qui rentre avec une certaine énergie mécanique, avec une certaine vitesse. Hein, donc l'énergie mécanique liée à la vitesse, c'est l'énergie cinétique. Et je vais regarder, tiens, qu'est-ce qui, à l'intérieur de mon système, pourrait faire varier, en fait, la vitesse de mon fluide pour que cette vitesse C2 soit différente de la vitesse C1. Et donc, si j'ai une vitesse C2 qui est différente, j'ai un C2 carré sur 2 qui va être différent, et donc mon énergie mécanique, mon énergie cinétique, peut être différente à la sortie par rapport à l'entrée. Eh bien, lorsque je regarde, je peux avoir trois types de forces qui peuvent venir modifier mon énergie mécanique. Le premier type, en fait, c'est ce qu'on va appeler le travail des forces internes. Hein. Et donc, ce travail des forces internes, donc là, je dis, mais tiens, je vais faire mon énergie mécanique à la sortie moins mon énergie mécanique à l'entrée. Qu'est-ce qui a pu, en fait, créer une différence entre les deux? La première chose, c'est le travail des forces internes. Et donc, on va voir, en fait, que ce sont des conversions d'énergie interne en énergie mécanique. Hein. Si, par exemple, on avait un apport de chaleur qui n'est plus représenté ici, mais qui était représenté ici en bas. Hein, donc si on avait un apport de chaleur, eh bien cette chaleur pourrait peut-être venir modifier la vitesse, donc l'énergie mécanique de mon fluide. Okay, donc ça, est-ce que ça c'est quelque chose qui est possible, etc. La deuxième chose, en fait, c'est ce qu'on va appeler les forces externes de contact. On va y revenir plus précisément, mais donc des forces externes de contact, eh bien, c'est des forces qui viennent de l'extérieur, mais qui ont un contact direct avec le fluide. Typiquement, c'est ce qu'on a ici représenté par notre hélice. Des forces aussi, la dernière chose, qui sont des forces à distance. Et ça, les forces à distance, si vous réfléchissez un petit peu, il y a une force à distance que vous connaissez tous, et c'est justement un peu ce qui est représenté ici avec une entrée qui est plus haute, en fait, que ma sortie. Eh bien, il y a une force à distance. Donc, une force à distance, ça veut dire qu'elle ne touche pas directement le fluide. Et on va voir que cette force à distance, eh bien, c'est typiquement la gravité. Okay. Alors, on va maintenant détailler ces trois termes. On va regarder le premier terme, qui est le travail des forces internes. Alors, qu'est-ce que je peux avoir comme force interne? Je peux avoir deux types de forces internes. Les forces qu'on va appeler les forces de dilatation, et donc ça, ce sont vraiment des forces internes au gaz, en fait. C'est lorsque je vais céder de l'énergie au fluide, donc de l'énergie calorifique, eh bien, il y a une partie qui va être transformée en énergie mécanique, typiquement avec une dilatation du gaz ou une modification de la pression. Donc la dilatation, c'est une modification du volume, et ce qu'on peut avoir également, quand je dis c'est les forces qui vont jouer, c'est soit le volume, soit la pression. Okay, donc ça, ce seront mes travaux de force qu'on va appeler de dilatation. L'autre travail que je peux avoir en interne, justement, c'est ce qu'on va appeler des forces de viscosité. Hein, donc en fait, c'est du frottement interne. Ça, on en avait déjà évoqué lorsqu'on parlait du piston. Eh bien, quand il y a un mouvement du fluide, à l'intérieur du fluide, forcément, on pense toujours au fait qu'on peut avoir un frottement contre la paroi ou autre, mais là, s'il y a des mouvements à l'intérieur du fluide, les molécules, en fait, à l'intérieur du fluide, frottent les unes contre les autres, et ce frottement, en fait, va créer des forces qui, in fine, seront dissipées en chaleur, hein, mais ça va se traduire, du coup, par une
une perte nette d'énergie mécanique à l'intérieur de mon fluide, et ça pourrait donc du coup modifier ma vitesse et ma conservation donc de l'énergie mécanique. Donc ça c'est pour tout ce qui est travaux des forces internes. Maintenant on va regarder plus en détail ces forces de dilatation, comment est-ce qu'on les calcule. Eh bien, les forces de dilatation, on va les calculer. Là, je vous ai remis les détails en fait sur la manière dont on calculait. Mais si vous vous souvenez, hein, pour un incrément de travail interne, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une force fois un déplacement. Cette force, si vous vous souvenez de l'exemple du piston qu'on a vu plus au début du cours, eh bien, c'est la pression fois la section du piston. Et donc, c'est PDV et c'est donc l'intégrale de 1 à 2 de PDV. Ok, ça, ce sera là, c'est la formule générale avec un grand V, et ici, c'est la formule avec un petit v. Pour rappel, la formule avec un petit v, c'est pour 1 kg de fluide. Donc faites bien attention ici, si vous vous demandez, tiens, la notation a changé par rapport à ce que j'utilisais plus tôt dans les autres vidéos, parce que c'est un P majuscule. Oui, parce qu'en fait, ici, c'est toute une page en fait, d'un bouquin que je vous ai repris, parce que je trouvais que l'illustration ici était très bien faite, avec le fait, si vous vous rappelez ce qu'on avait déjà vu au cours précédent, que la surface qui est ici colorée est en réalité, vu que quand on calcule une intégrale, ce qu'on calcule, c'est une surface entre une courbe et l'axe ici des x, et bien que toute la surface colorée ici représentait le travail qui allait être fait entre x1 et x2. Okay, donc, ces travail de force de dilatation, on ne l'avait pas encore appelé comme ça, donc c'est en fait des forces de volume et de pression qui sont donc du coup l'intégrale de PDV. Alors, on ne va pas en fait détailler plus parce que c'est quelque chose qui est assez compliqué. On va juste pour le moment l'appeler ici WF pour les forces de frottement. Et donc on aura pour le travail total des forces internes les forces de dilatation qui est l'intégrale de PDV qu'on avait déjà vu et le WF dont on aura peut-être quelques notions plus tard et dont en tout cas vous aurez des notions plus en détail lorsque vous aurez le cours de mécanique des fluides au second semestre avec Monsieur Birit. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme force? On avait dit donc, après les travaux des forces internes, on a les forces externes de contact. Et donc, une force externe de contact, ça veut dire que vous devez avoir, par exemple, une paroi qui vient bouger, etc., pour exercer une force sur votre fluide. Typiquement, c'est ce qui est représenté ici avec à nouveau un piston dans lequel je vais avoir une des parois de mon système qui va venir bouger, faire des allers et retours pour venir comprimer et faire une force de contact sur le fluide. Alors, ces travail des forces externes de contact, eh bien, je vais en avoir ici, en fait, à l'entrée de mon système. Pourquoi? Parce que à l'entrée de mon système, qu'est-ce que je vais avoir? Eh bien, je vais avoir justement le fluide qui va venir pousser sur mon système. Et donc, en gros, quand le fluide rentre, eh bien, il va arriver avec une pression P1 et il va, in fine, on va dire, bien, il va faire un déplacement de fluide sur une longueur L, hein, mais en fait, si on réfléchit un petit peu, eh bien, cette longueur L, pour un fluide, pour 1 kg de fluide, ça va donner quoi? Eh bien, ça va donner, en fait, le volume ici, enfermé entre les deux pointillés, divisé par la section A1. Ok, et donc, tiens, ce travail qui vaut P1 fois A1 fois L, eh bien, c'est P1 fois, en fait, petit v. Et donc, ce travail d'entrée, en fait, c'est P1V1. Et on va avoir le même terme de l'autre côté, mais avec un sens opposé. Et donc, de l'autre côté, ce qu'on aura, en fait, ce sera un terme en sortie qui sera égal à moins P2V2. Pourquoi j'ai dit moins P2V2? Eh bien parce que, justement, ici, si j'ai à l'entrée plus P1V1, à la sortie, j'aurai l'inverse, j'aurai moins P2V2. Ok, donc ça c'est peut-être un tout petit peu plus difficile à imaginer de se dire mais tiens, qu'est-ce que j'ai à l'entrée et il y a des travaux? Eh bien, imaginez-vous que si vous avez un fluide qui arrive avec une forte pression, en fait il va déjà pousser entre guillemets à l'intérieur de votre machine et si vous le relâchez, eh bien là c'est vous qui allez pousser le fluide lorsqu'il sort et donc en fait il va vous demander un travail pour que vous poussiez le fluide à la sortie. Ok, donc ça c'est pour le travail des forces externes de contact et c'est celui qui est moins évident. L'autre, en fait, et on verra justement, c'est celui au final qu'on cherche à calculer au travers de toute cette équation. L'autre terme, en fait, c'est le terme justement de travail moteur. Hein, ça, c'est l'hélice, par exemple, qu'on avait mis à l'intérieur de notre système. Ben, cette hélice,
quel va être le travail qu'elle effectue ou qui est effectué par cette hélice sur notre système, eh bien c'est ce WM, c'est ça que je recherche. Donc ça c'est la paroi mobile, l'hélice, etc. Eh bien, qu'est-ce qu'elle va faire comme travail? Eh bien justement, on va voir, c'est ce terme-là qu'on va essayer d'isoler dans l'équation du travail moteur. Et donc pour les travaux des forces externes de contact, j'ai cette partie WM qui va être soit positive, soit négative en fonction que ce soit le fluide qui reçoit du travail ou qui donne du travail, plus le P1V1 moins P2V2, qu'on va appeler les travaux d'entrée et de sortie du fluide. Et la dernière chose en fait, qui sont des forces externes à distance, dont on va justement pas, entre guillemets, énormément parler, et c'est pour ça que je l'ai remis sur le travail des forces externes de contact, et bien c'est les forces externes à distance. Les seules forces externes à distance qu'on va considérer ici, eh bien c'est l'effet de la gravité sur mon système. Donc en fait, l'effet de la gravité, c'est quoi? Bien, c'est G fois Z1 moins G fois Z2, donc c'est la différence de hauteur qu'il va y avoir, le delta Z, fois la grandeur G. Au final, c'est ce qu'on appellera, et on va le voir par la suite, la variation d'énergie potentielle. Alors vous pouvez peut-être réfléchir 2 secondes à savoir, tiens, est-ce qu'il y a d'autres forces externes à distance qui pourraient jouer? Et moi, je vais vous en donner une autre, mais que justement, on ne va pas analyser ici parce que c'est un cas très rare. Eh bien, ce serait par exemple le fait, si vous avez un fluide qui est avec des propriétés ferromagnétiques, eh bien, vous pourriez avoir une influence d'un champ magnétique sur votre fluide. Mais ici, on ne va pas travailler avec ce type de fluide, et donc la seule chose qu'on va considérer, ce sont des forces externes à distance. Je vais vous demander justement une question, et bien peut-être, est-ce que certains d'entre vous, vous pourrez mettre la réponse, soit me l'envoyer par mail ou autre, est-ce que certains d'entre vous imaginent un autre type de force externe à distance, ou est-ce que tout simplement pour vous, à part ces forces qu'un champ magnétique pourrait exercer et la gravité, il n'y a pas d'autres forces à distance qu'on pourrait considérer? Donc ça, je laisse un peu la question ouverte, et s'il y en a qui me trouvent la bonne réponse, ils peuvent me l'envoyer par mail et vous pourrez peut-être avoir le bonus. Alors, quels sont les travaux maintenant quand on regarde? Donc ça c'est juste une autre manière de voir les forces à distance. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici, mais je vous laisserai analyser ça chez vous en disant tiens, en fait, les forces de contact, qu'est-ce que c'est? C'est une force qui est exercée par le système sur l'extérieur ou l'extérieur sur le système. Et donc ça c'est un petit peu pour vous montrer que en réfléchissant à ça, qu'il y a les forces de contact, celles qui sont exercées par l'extérieur sur le système ou le système sur l'intérieur et les forces à distance, en fait, on peut avoir une autre approche qui est celle que j'évoquais et qu'on ne veut justement pas suivre ici, mais qui se base en fait sur l'équation fondamentale de la dynamique, qui est en fait que la somme des forces extérieures sur le système plus le travail des forces intérieures est égale à la variation d'énergie cinétique plus la variation d'énergie potentielle. Donc ça, c'est une approche que vous pouvez trouver dans la littérature, et si certains la trouvent intéressante et se posent la question, n'hésitez pas à la poser, on pourrait discuter plus longuement, mais pour ce cours-ci et cette vidéo-ci, je préfère me baser uniquement sur l'approche qui est l'approche intuitive. Alors, dans la conservation de l'énergie mécanique, on va justement adopter ici quelques notations, justement. Eh bien, la notation que la différence en fait en C2 carré sur 2 moins C1 carré sur 2, c'est ce qu'on va appeler delta K, qui sera en fait la variation d'énergie cinétique, et le G delta Z, ce sera justement ce GZ2 moins GZ1 pour en fait la variation d'énergie potentielle. Avec ces notations plus les détails qu'on vient de voir sur les slides précédents, je vais réécrire mon équation de conservation de l'énergie mécanique. Donc ça, c'est la conservation comme on l'avait écrit, c'est-à-dire que C2 carré sur 2 moins C1 carré sur 2 est égal à quoi? Eh bien, un terme, on a dit, de force interne, un terme de force externe et un terme de force à distance. On sait que ce C2 carré sur 2 et moins C1 carré sur 2, c'est delta K. Ici, ce qu'on avait, le W, les forces à distance, on avait GZ1 moins GZ2, on va le faire passer de l'autre côté, et donc on aura ici GZ2 moins GZ1, vu qu'ici on avait en fait, ceci était égal à GZ1 moins GZ2, et bien ceci, donc ce GZ2 moins GZ1, c'est égal à G delta Z. De l'autre côté, le WI, eh bien on avait dit que c'était l'intégrale de PDV moins WF,
Et le WE, c'était WM plus P1V1 moins P2V2. Alors, ce WM, ça c'est ce qu'on cherche à calculer, et donc on va faire passer l'intégrale de PDV, le WF et le P1V1 moins P2V2, on va le faire passer de l'autre côté. Et donc on va avoir WM est égal à delta K plus G delta Z moins l'intégrale de PDV moins P1V1 plus P2V2 plus WF. Ok, ici on va faire un tout petit peu de mathématiques pour dire qu'en fait cette partie-là, moins l'intégrale de PDV moins P1V1 plus P2V2, eh bien ça va être moins l'intégrale de PDV plus D de PV est égal en fait à l'intégrale de VdP. Alors ici on va juste faire un tout petit peu de maths. Pourquoi est-ce que j'ai dit ça? Eh bien en fait, si on écrit justement dans l'autre sens, ici j'ai P2V2 moins P1V1, parce qu'en fait c'est moins P1V1 plus P2V2, ça c'est égal à P2V2 moins P1V1, j'inverse juste l'ordre de mon écriture. Pourquoi? Parce que quand je l'écris comme ça, en fait ça fait delta de PV, delta 1 à 2. Et si vous vous rappelez, delta PV, c'est quoi? Eh bien, on l'avait justement vu au cours précédent, par exemple, avec, si vous faites l'intégrale de dx, ça c'est égal à quoi? Eh bien, c'est delta x. Ok, et donc en fait, delta de 1 à 2 de PV, eh bien, c'est égal à l'intégrale de 1 à 2 de d de PV. Ok, et alors ici maintenant, je réécris ceci, j'ai moins l'intégrale de 1 à 2 de PDV plus l'intégrale de 1 à 2 de d de PV. Ah, mais d de PV c'est quoi? Bien, si vous vous souvenez, ce qu'on avait dit justement, je l'écris ici en haut à droite, avec d au final de fg par exemple, la dérivée de g, c'est f'g, donc c'est g fois df, plus f fois dg, en gros. Et bien, ce qu'on va avoir ici, ce d de PV, et bien, qu'est-ce que ça va me donner? Eh bien, ça, c'est égal à l'intégrale de 1 à 2 de PDV plus l'intégrale de 1 à 2 de VdP. Ok? Et bien, donc ici, ce que je vais avoir, c'est moins l'intégrale, donc ça, je réécris juste ce que j'avais au-dessus, moins l'intégrale de 1 à 2 de PDV, et puis, l'intégrale de d de PV, on vient de dire c'était quoi? Eh bien, c'était plus l'intégrale de 1 à 2 de PDV plus l'intégrale de 1 à 2 de VdP. Les deux premiers termes s'annulent ici. Et il me reste juste ici, donc pour l'entièreté en fait de ceci, donc moins l'intégrale de PDV moins P1V1 plus P2V2, eh bien ça donne l'intégrale de VdP. Et donc mon équation du travail moteur complète, eh bien c'est Wm est égal à l'intégrale de 1 à 2 de VdP plus delta K plus G delta Z plus Wf. Il faut faire très attention, on va le voir par la suite, que en fait ce premier terme, en fait l'intégrale de VdP, n'exprime finalement rien physiquement directement. Autant l'intégrale de PDV, c'est directement ce qu'on appelle le travail des forces de volume et de pression, le travail des forces de dilatation. L'intégrale de VdP, si on vous demande qu'est-ce que c'est, en fait c'est rien directement, parce que c'est la somme de, justement, moins l'intégrale de PDV, donc c'est la somme des travaux de dilatation, et des forces d'entrée et de sortie, qui sont des forces externes de contact. Donc en fait, ce seul terme cache derrière lui la somme de deux termes physiques. Donc ça, il faut bien faire attention. Et donc, on a ici Wm qui est égal à la somme de deux termes physiques, c'est-à-dire la somme des forces de dilatation et des travaux d'entrée et de sortie, plus la variation d'énergie cinétique, plus la variation d'énergie potentielle, plus les frottements. Alors, on va faire une petite analyse maintenant qui est une analyse dimensionnelle pour regarder un petit peu, tiens, en fait, qu'est-ce que je vais avoir comme signe et est-ce que c'est normal que à mon travail moteur, j'ajoute les frottements? Alors oui, c'est tout à fait normal et on va regarder justement ici ce qui se passe en fait avec chacun de ces termes.
Je vais d'abord regarder pour une machine dite réceptrice. Qu'est-ce que c'est une machine réceptrice? C'est une machine dans laquelle, alors pour rappel, un thermodynamicien se place toujours du point de vue du fluide, et donc une machine réceptrice, c'est une machine dans laquelle le fluide va recevoir de l'énergie. On regarde chacun de ces termes-là, et bien, l'intégrale de VDP, si je suis en fait dans une machine réceptrice, quel signe va avoir cette intégrale de VDP? Eh bien, ici, je vais avoir V. V, ça va être quelque chose, même s'il varie, ça va être quelque chose qui est plus grand que 1. Ça, ce ne sera jamais négatif. Dans une machine où le fluide reçoit de l'énergie, eh bien, tout ce que sa pression peut faire, c'est augmenter. Une machine réceptrice, c'est par exemple un compresseur. Et donc, ici, V est toujours positif et dP va être positif, et donc ce terme-là va être positif. Le delta K, eh bien, ça c'est un terme qui peut être positif ou négatif, mais généralement, c'est un terme qui, si on est dans une machine réceptrice, ce terme-là, par rapport aux autres termes, notamment par rapport à l'intégrale de VDP, il va être très proche de zéro et on va généralement, du coup, le négliger s'il n'y a pas de grande variation de vitesse. Parce que, par exemple, si dans un compresseur ou une pompe, si en plus on a, ce qu'on avait dit tout à l'heure, des sections qui sont proches à l'entrée et la sortie, qui ont plus ou moins la même taille, eh bien, la vitesse en entrée sera égale à la vitesse de sortie. Et donc, on ne va pas toujours le négliger, mais c'est souvent, on va le négliger. Le G delta Z, là, pareil, très fréquemment, on va le négliger. Parce que si on prend par exemple, G, c'est environ 10, et si on fait une machine qui a entre son entrée et sa sortie, on va prendre une grande machine, et il y a 10 mètres de différence entre l'entrée et la sortie, 10 fois 10, ça va faire 100 joules. Il faut savoir que ce terme-là va tout de suite être de l'ordre de plusieurs dizaines de kilojoules par kilo, et donc 100 joules par kilo par rapport à plusieurs dizaines de kilojoules par kilo, ça va être très très petit. Donc ici, si je vous disais, si on a 10 fois 10, ça au final c'est égal à 100, ça va être négligeable, souvent négligeable. C'est vrai que je ne vous ai pas fait la démonstration chiffrée pour le delta K, mais si on imagine par exemple une accélération relativement forte où on passe de 10 mètres par seconde à 20 mètres par seconde, 20 mètres par seconde ça devient des vitesses assez élevées, eh bien on va avoir un terme qui vaut c carré sur 2, ça va faire 20 au carré sur 2, ça va être 400, moins 10 au carré sur 2, ça va être moins 100, ça va être 300 sur 2, ça va être 150. Là on va avoir aussi quelque chose qui est, donc, je vous l'ai écrit, 150, c'est la même chose que 10 fois 10, c'est la même chose que 100, c'est souvent négligeable. Le dernier terme, qui lui ne sera malheureusement pas souvent négligeable, mais pour simplifier, on va peut-être souvent vous dire de le prendre pour nul, ce sont les termes de frottement. Alors le terme de frottement, lui, il est également positif. Vous allez me dire, tiens, c'est bizarre, parce que les frottements, ils sont positifs. Comment ça se fait qu'un frottement vient s'ajouter au travail moteur? Oui, mais là, en fait, on parle du travail moteur que l'hélice, entre guillemets, qui est à l'extérieur, va devoir faire sur le fluide. Et donc, en fait, l'hélice, si on veut lui donner des forces au fluide de dilatation, eh bien l'hélice va en plus devoir fournir donc des travaux de frottement. Donc il y a des travaux de frottement. Donc si par exemple je veux donner, je ne sais pas, mais moi, je vais prendre un chiffre complètement au hasard, si je veux donner un travail de 1500 kJ par kilo au fluide, je vais aussi devoir rajouter peut-être 200 kJ par kilo de frottement. Et donc le travail total de ma machine, ce sera 1700, ce sera 1500 kJ par kilo qui seront vraiment transmis au fluide, et 200 qui seront malheureusement perdus en frottement. Alors c'est un tout petit peu plus complexe à comprendre lorsqu'on regarde, en fait, qu'on refait la même analyse de signes pour une machine qui est motrice. Alors une machine qui est motrice, c'est une machine dans laquelle le fluide est le moteur de l'écoulement, et donc le fluide va donner de son énergie à la machine. Okay, alors si on regarde, si le fluide donne de l'énergie à la machine, c'est typiquement ce qui est montré à gauche dans une turbine qui est là, ça c'est une turbine à gaz, ou alors on va avoir aussi, ça c'est une turbine dans laquelle on vient, c'est le genre de turbine que vous avez sur les écluses, donc c'est une turbine hydro. Eh bien, qu'est-ce qu'on va avoir? Eh bien, le V, là on a toujours pour le petit v quelque chose qui est positif. Parce qu'on a dit, ça c'est le volume massique, le volume c'est toujours quelque chose qui est positif, c'est pas possible d'avoir un volume qui est négatif. Et le dP, lui par contre, la variation de pression, si je suis en train de détendre mon fluide, ça veut dire que la pression elle diminue. Ah, donc le dP est plus petit que 0. Ah, et donc ce terme total là, il est plus petit que 0.
Ok, donc il est négatif. Bah, c'est ce qui est logique parce qu'en fait, le fluide va donner de son énergie et donc le travail moteur effectué par le fluide, il va être négatif parce qu'il donne de son énergie. Le delta K, ben ça c'est la même chose, on verra plus tard, mais on va dire qu'il est plus ou moins négligeable, lui aussi est plus ou moins négligeable, et il nous reste le WF. Le WF, lui, eh bien, il va toujours être positif ce terme. Ah mais vous allez dire, mais tiens, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est normal que ce terme soit positif? Ben oui, parce qu'en fait, il va venir au final diminuer la taille du travail effectué par le fluide. Je reprends mon exemple de tout à l'heure. Je dis ici, j'ai mon fluide, c'est lui qui va maintenant produire 1500 kJ par kilo de travail. Et donc c'est moins 1500. J'ai toujours les mêmes frottements. J'ai 200 kilojoules de frottement. Ah, mais donc si je fais tout mon calcul, le travail total qui sera délivré enfin, par le fluide à la machine, ce sera moins 1500 plus 200 et j'aurai au final seulement 1300 qui sont récupérés. Donc ici, dans ce cas-ci, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, en fait, c'est le fluide qui va produire moins 1500 et les plus 200 de frottement, ben, c'est quelque chose que je ne vais pas récupérer et donc je vais récupérer, moi, moins de travail que ce que le fluide n'a réellement fourni. Hein. Dans une machine réceptrice, le fluide va recevoir moins de travail que ce que la machine va réellement fournir. Et ici, eh bien, la machine va recevoir moins que ce que le fluide a réellement fourni. On y reviendra, ne vous inquiétez pas, plusieurs fois, quand on parlera justement de machines motrices et réceptrices, mais ce sont des notions qui sont très importantes. Voilà, j'espère que vous en connaissez un peu plus maintenant sur l'équation du travail moteur en système ouvert.